C'est un reportage d'Olivier Jouly et Laurent Amida. Ces combattants sont des Touaregs. Ils appartiennent au mouvement de libération nationale de l'Azawad, le MNLA. Depuis un mois, ils se présentent comme les maîtres de cette partie du Sahara, une zone immense, encore difficile à contrôler. Les MNLA contrôlent la ville, les MNLA contrôlent les lieux stratégiques. Ici, nous sommes dans les déserts, nous sommes sur un axe extrêmement large que les MNLA ne contrôlent pas forcément. Ce territoire, déjà exsangue et hanté par la misère, doit faire face depuis 2006 à un nouveau fléau, AQMI, Al-Qaïda pour le Maghreb islamique. Ici, même les hommes du MNLA ne peuvent se déplacer qu'en convoi lourdement armés. Aujourd'hui, les Touaregs contrôlent plus des 2/3 du Mali. Le pays est littéralement coupé en deux. Après une offensive militaire fulgurante qui a surpris toutes les chancelleries, les principales villes du nord sont tombées. Et le 10 avril dernier, les Touaregs proclamaient unilatéralement le nouvel État de l'Azawad. Aujourd'hui, dans cette partie nord Mali, l'armée malienne s'est désintégrée. De sa présence, il ne reste que ses carcasses. Pourquoi cette insurrection contre le Mali? Qui sont ces combattants Touaregs? Quelles sont leurs relations avec Al-Qaïda? Pour le savoir, il faut se rendre à Gao. Adossé au fleuve Niger, c'est la capitale du nouvel État. À première vue, contrôlée par le MNLA. Ce jour-là, les Touaregs finissent de faire disparaître les dernières traces de la présence malienne. À chaque entrée de la ville, ce sont aussi les hommes du MNLA qui contrôlent les checkpoints. À leur tête, le colonel Hassan Mehdi. Il a déserté l'armée malienne fin 2011 pour rejoindre la rébellion. C'est un militaire de carrière. Il fait partie des officiers les plus expérimentés du mouvement. Ça, c'est la route du Niger. Il tente de contrôler cet axe, la seule route du pays. C'est l'axe Gao-Niamey, en passant par Ansongo et Labzanga. Ouais, bien sûr. Sa préoccupation aujourd'hui, empêcher les armes venant de Libye de pénétrer en ville. Depuis la chute du régime de Kadhafi, elle prolifère dans la région et profite principalement aux brigades d'AQMI. Il y a de fortes craintes que des armements rentrent par les frontières, plus particulièrement par la frontière du Niger. Parce que comme je vous l'ai dit, on a toujours vécu pas mal de problèmes, des milices, pas mal de problèmes, de groupements armés qui ont toujours créé une psychose, qui ont toujours créé des problèmes. Donc nous essayons aujourd'hui de mettre fin à ça. Si aux abords de Gao, ces soldats peuvent boire du thé tranquillement, en centre-ville, la situation est dangereuse. Certains quartiers sont truffés de groupes islamistes, dont Al-Qaïda. Et pour nous les montrer, le MNLA nous escorte. Il faut rester discret et filmer derrière des vitres teintées. Quelques minutes à peine et déjà les premiers drapeaux noirs, l'insigne des groupes islamistes. Ici, un véhicule d'Ansardine, le groupe intégriste Touareg. Et puis, très vite, à droite, les djihadistes d'AQMI. Sur la gauche, un autre groupe salafiste. C'est bon ça. C'est pour les MNLA. Si le MNLA reste encore la force dominante, grâce au matériel pris à l'armée malienne, comme ce blindé, à chaque déplacement, il constate que les islamistes sont de plus en plus nombreux.
Dans cet ancien centre administratif occupé par le MNLA, les soldats du colonel Amadou. Ces hommes font partie de ceux que l'on appelle les Libyens. Plus de 800 militaires touaregs incorporés dans l'armée de Kadhafi. À la chute du régime, ils sont revenus au Mali lourdement armés. Le colonel Amadou a participé à l'offensive contre l'armée malienne. Il a vu, impuissants, les groupes islamistes s'infiltrer dans Gao à la fin des combats. Ces groupes sont arrivés dans les villes après les combats du MNLA et ils ont commencé à créer des problèmes. Leurs forces n'ont pas subi de pertes, contrairement à celles du MNLA, qui ont laissé beaucoup d'énergie et beaucoup de munitions dans les combats. Nous leur avons demandé de partir. Si ces groupes djihadistes refusent de partir, la confrontation ne pourra pas être évitée. Car si ces groupes refusent notre ultimatum, nous utiliserons la force. Parce qu'ils sont sur notre territoire et ils arrivent avec des idées que nous ne partageons pas. Ces idées, c'est entre autres l'instauration d'un califat dans toute la région. Car à ce jour, Al-Qaïda circule encore librement dans les rues de Gao. Face à la menace de ces groupes islamistes, le MNLA s'organise. Ce jour-là, dans le gouvernorat de Gao, les leaders ont convoqué les représentants de tous les partis et ethnies de l'Azawad. Al-Qaïda est bien entendu exclu de ces discussions. Nous avons les composantes de l'Azawad. Nous avons des Sorel, nous avons des Arabes, nous avons des Touaregs, nous avons des Peuls venus de tous les coins de l'Azawad. Ils sont représentés ici dans cette salle. L'objectif de cette réunion est de fusionner tous les mouvements locaux et de créer un gouvernement provisoire, pour ensuite chasser les djihadistes de la région. L'avenir de la présence d'AQMI dépend donc en grande partie de l'issue de ces négociations. Vous avez vu que partout au monde, là où il y a un combat, c'est des groupes qui se précipitent toujours à infiltrer et à chercher à se renforcer. Donc aujourd'hui, l'Azawad, il est à un stade où il a besoin de cohésion. Nous avons plutôt besoin de la cohésion. Une fois que la cohésion est là, les Azawadiens peuvent eux-mêmes prendre leur sort en main et demander à ces groupes de quitter le territoire. À ce moment-là, le MNLA cherche à intégrer les hommes d'Ansardine, la faction touareg islamiste qui joue en ce moment la confusion avec les salafistes. Une alliance sans laquelle il sera difficile de contrôler l'Azawad. Pour l'instant, le rempart contre l'islam radical, ce sont les femmes. Elles veulent leur place dans le futur gouvernement et sont venues de tout l'Azawad pour le dire. Nous voulons être là pour réclamer nos droits et devoirs, pour que la femme nomade, c'est le pilier de la maison de tous les temps. À plus forte raison aujourd'hui, quand un gouvernement veut être là, imposer, éduquer, parler, sortir de l'enceinte en gardant notre tradition. On veut parler des mariages précoces, par exemple, on veut parler des multiples divorces. On est prête si on ne nous met pas, si on n'a pas nos droits et devoirs, si on n'a pas été appliqué dans ce système de sainteté, on va prendre les armes, on va se rebeller nous aussi pour imposer notre présence. À côté, les négociations vont encore durer pendant plusieurs jours. Aujourd'hui, sans un consensus entre factions, le Nord Mali, rongé par l'islam radical et la menace des milices locales, pourrait à nouveau basculer dans le chaos. Pour comprendre comment la région en est arrivée là, il faut quitter Gao et s'enfoncer vers le cœur du pays touareg, dans le Sahara, terre ancestrale des hommes bleus. Ces éleveurs nomades, aujourd'hui combattants, sont en révolte depuis les années 60 contre le pouvoir central malien. Il faudra parcourir 300 km de pistes pour rejoindre le village d'Ali, rasé par l'armée malienne. Ce soldat est engagé depuis plus de 20 ans dans la rébellion.
Leur insoumission, lui et les siens l'ont payé au prix fort. Dans les années 90, l'armée malienne a massacré 47 membres de sa famille sous ses yeux. Pour la première fois depuis la fin des combats, il revient sur les tombes de ses proches. Ça, ce sont les tombes des gens que le Mali a massacrés. Ici, vous voyez des tombes d'enfants et de femmes. Là, il y en a d'autres. Tous ces gens ont été tués ici. Vous voyez ? On a passé une semaine à les enterrer. Tous ceux qui ont échappé à ce massacre ont fui et ont tout abandonné. L'armée est arrivée le matin. Les gens étaient là avec leur bétail. C'était 2 jours après l'attaque de la ville de Ménaka. Un blindé s'est positionné de ce côté-là et un autre véhicule s'est placé vers les maisons là-bas. Ils ont ouvert le feu sur les gens et le bétail qui était rassemblé ici. Ceux qui ont fui sont partis vers les collines là-bas. Là, c'est la tombe de mon père, Mohamed. Et là-bas, c'est celle du chef du village. Mohamed, c'est mon père. Il s'appelle Mohamed. C'est mon père. L'empreinte que le Mali m'a laissée et qui m'a fait prendre les armes, c'est ça. Voilà ce que le Mali m'a laissé. Le massacre de ma famille. C'est pas seulement moi. C'est dans tout le peuple touareg. Maintenant, j'ai la tête haute. Et je laisserai plus jamais le Mali revenir ici. Je me battrai jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Les survivants ne sont jamais revenus dans le village. Ils vivent depuis dans des huttes non loin de là, dans le dénuement le plus total. Rien n'a changé ici depuis 50 ans. Nous avons les mêmes difficultés, c'est même pire encore. L'élevage est difficile, le vent, le soleil, la soif. Le Mali n'a jamais rien fait pour nous. Avant, on avait une pompe à eau, mais l'armée malienne l'a détruite. On n'a jamais bénéficié d'aucune aide venant du Mali, même l'école. C'est nous qui l'avons installée sous les arbres. Le Mali n'a même pas pu construire des écoles pour nos enfants. Nos familles ont été tuées par le Mali, dans les maisons là-bas où on vivait avant. Ils sont enterrés dans le cimetière. C'est pour ça que les Touaregs se rebellent. C'est à cause de la colonisation malienne. Nous ne pouvons même pas vivre de nos terres. Ces injustices, les Touaregs les vivent depuis plus d'un demi-siècle. Des répressions sanglantes, loin des regards du monde. Ali est le descendant de 3 générations de Touaregs révoltés. Une vie d'errance avec ses compagnons d'armes en plein Sahara. La lassitude s'est aujourd'hui installée. Malgré l'épuisement, chaque matin, ces hommes se forcent à redevenir des combattants. Car l'histoire du village d'Ali est loin d'être une exception. À plusieurs centaines de kilomètres au nord, une vallée a été entièrement vidée de ses habitants. Ici, plus de 900 familles ont été chassées par l'armée régulière en 2006